la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour. Ouais, mais ça a été une fin de semaine très mouvementée à Montréal. Oui, 3 épisodes de Coup de feu en 48 heures, fin de semaine mouvementée dans la métropole. Donc, dimanche, ça a tiré encore vers 23h40. Là, on a plus de 911 parce que dans l'arrondissement sud-ouest, près des rues Galt et Hadley, on a entendu plusieurs détonations. Les policiers, quand ils sont arrivés, ils ont vu des projectiles sur... des marques de projectiles, en fait, des impacts sur un véhicule stationné et des douilles au sol. Aucune victime ne s'est manifestée. Et là, ça s'ajoute à 2 autres épisodes survenus dans la nuit de vendredi à samedi. Un premier dans Villeray-Saint-Michel, un suspect à bord d'un véhicule qui ouvre le feu avant de prendre la fuite. Quelques heures plus tard, d'autres coups de feu tirés dans un petit centre commercial de Rivière-des-Prairies, avenue André-Ampère. Encore une fois, aucun suspect l'a arrêté. Donc, dans les 3 événements, aucun suspect arrêté. J'en parle parce que je me demande si, au cours des prochaines semaines, on ne viendra pas vivre une période, de flottement en raison de cette grosse nouvelle dont on n'a pas pu parler ensemble dans la journée de vendredi parce qu'elle a été publiée après la fin de ton émission, Alexandre. C'est qu'il y a un puissant Hells Angels québécois qui est introuvable depuis quelques jours. Ben oui, Stéphane Plouffe. La semaine dernière, sa famille a commencé à s'inquiéter parce qu'il ne donnait plus de ses nouvelles. On ne l'avait plus vu. Et jeudi, on a retrouvé son véhicule dans un parc de pas dans un parc, mais stationné près d'un parc de Saint-Eustache. Donc là, les policiers de la Sûreté du Québec sont vite intervenus, mais surtout les policiers spécialisés en crime organisé. Il y a ceux qui devaient faire donc le périmètre de cette voiture-là, ou cet incident-là, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle les fameux 300 mètres. Là, on regarde ce qui se passe 300 mètres autour. Est-ce qu'on voit des traces de pas, des traces de lutte, des traces d'effraction, des traces. On recueille des indices. Semble-t-il qu'il n'y en a pas une tonne. On va être en train de regarder toutes les caméras du voisinage pour tenter de faire le trajet de l'auto de Stéphane Plouffe, puis peut-être le trajet d'une deuxième voiture aussi dans laquelle il aurait pu embarquer en se rendant stationner son véhicule dans un parc à Saint-Eustache, parce que les gens ne disparaissent pas comme ça, n'est-ce pas? Et reste à voir, Félix, embarqué de force ou embarqué volontairement? Ben là, pour l'instant, si la théorie de Stéphane Plouffe qui embarque avec quelqu'un se concrétise ou se valide ou s'accrédite, il y a fort à penser que M. Plouffe connaissait la personne avec qui il a embarqué et encore plus lui faisait confiance. Stéphane Plouffe, pourquoi je liais l'instabilité potentielle? Je ne dis pas que ce qui s'est passé ce week-end est en lien avec ceci. Loin de là, je te dis juste que le milieu criminel est en effervescence, en questionnement présentement quant au sort qui a été réservé à Stéphane Plouffe. De plus en plus, le milieu croit qu'il a été enlevé. La police croit qu'il a été enlevé aussi. Sa famille ne collabore pas, mais Stéphane Plouffe, c'est un peu le numéro 2 des Hells au Québec, alors que le numéro 1 est Martin Robert, même si l'institution, je parle de ça comme si c'était une université. Pas l'institution, mais l'organisation. L'université du crime. C'est ça. L'organisation n'est pas hiérarchisée comme ça. Il n'y a pas de numéro 1 officiel dans les Hells Angels et tout ça, mais si on parle en termes de puissance, il y a Martin Robert et son acolyte Stéphane Plouffe, surnommé Fess Plouffe, 57 ans, membre du chapitre de Montréal, très actif dans les crypto-monnaies, très actif dans les finances légales également, de plusieurs entreprises, très lucratif pour l'organisation. Pourquoi son auto a été trouvée jeudi à Saint-Eustache, mais pas lui? C'est la grande question. Non, c'est très mystérieux. Tout ça, tu as raison, Félix. Portons notre regard sur ce qui se passe aux États-Unis. Il y a 30 ans, Tupac était assassiné. Et là, le procès de l'ex-chef de gang qui est accusé d'avoir commandité son meurtre, ça commence, là. Ben oui, mais écoute, au sud de la frontière, et même au nord de celle-ci, ça sera probablement l'une des affaires criminelles les plus suivies du mois, suivies de l'été. C'est le procès de l'ancien chef de gang Dwayne Davis, qui est accusé d'avoir orchestré l'assassinat de Tupac Shakur. Les audiences devraient durer près d'1 mois. Ça commence aujourd'hui. Alors, dans ce procès, on ne va pas élucider
on ne mettra pas ou lèvera pas le voile sur l'identité du tireur qui, dans la nuit de septembre 1996 à Las Vegas, a tué le rappeur de la côte Est, Tupac Shakur. Par contre, on va probablement savoir qui l'a commandé, ce meurtre-là. Parce que cette nuit-là, sur l'une des rues les plus fréquentées de Las Vegas, il y avait cette Cadillac blanche qui est venue se stationner à côté de la BMW noire dans laquelle se trouvait M. Shakur, qui avait 25 ans à l'époque. Et depuis l'arrière du véhicule, il y a quelqu'un qui a ouvert le feu, qui a touché Tupac de plusieurs balles. Et le conducteur a été blessé aussi. Alors, c'est dans les fameux cold cases, là, ça, c'est un des cold cases les plus célèbres des États-Unis. Et là, le procès va en quelque sorte nous replonger dans cette rivalité-là entre les scènes rap de la côte ouest. Rappelez-vous, c'est encore comme ça, moins, la côte est des États-Unis, qui était marquée par des guerres d'ego entre Tupac Shakur et entre autres sur la côte ouest et Notorious B.I.G., au sein des Bad Boy Records. Puis qui a créé le groupe des Bad Boys? C'est Sean Combs. Alors, on replonge dans cette scène-là. Et ce qu'on sait, là, ce que la preuve dans le procès est en train de nous dire, c'est-à-dire ce que l'acte d'accusation tente de soutenir, le fameux Death Row Records, donc de Tupac, donc le label sur lequel il enregistrait, était protégé par Mob Piru. C'est un gang de Los Angeles, et tandis que les Bad Boy Records avaient engagé pour sa protection les Southside Compton Crips, qui étaient dirigés par l'accusé Dwayne Davis. Donc, après le combat de Mike Tyson au casino, il semble-t-il que Tupac, avec un autre groupe, aurait tabassé le neveu de Dwayne Davis et lui aurait arraché un médaillon du cou. Et donc, Dwayne Davis aurait choisi de se venger. Et là, en tout cas, il aurait été partie prenante du complot. C'est peut-être lui, selon l'accusation, qui aurait fourni l'arme du crime. Alors, c'est peut-être ça qu'on va découvrir si la justice, puis si la preuve est bien accueillie par le tribunal. Mais c'est particulier que ça arrive 30 ans plus tard. Il y en a plein qui sont décédés autour de ça, qui auraient pu être accusés, mais qui en sont morts aujourd'hui. C'est particulier qu'on ressorte cette histoire-là 30 ans plus tard. Ben oui, mais c'est parce que c'est ça. Ben oui, tu as absolument raison. En fait, tous les gens, ou presque, qui pourraient nous offrir une réponse ou qui pourraient corroborer des témoignages, là, sont morts. OK? Par contre, pourquoi on en est rendu là aujourd'hui? C'est qu'il y a eu des déclarations compromettantes qui ont été faites par la publication en 2019 des mémoires de Dwayne Davis. Dwayne Davis a écrit ses mémoires. Il raconte qu'il était à l'avant de la Cadillac blanche d'où ont été tirées les balles et il explique avoir fait passer un pistolet vers la banquette arrière de la Cadillac sans jamais dévoiler qui a tiré. Alors, tous les passagers de ce véhicule-là, c'est pour ça que je te dis, sont morts, sauf Dwayne Davis. Alors, et donc, ça s'est retourné contre lui, cette déclaration-là, et ça a conduit à son arrestation en septembre 2023. Puis là, maintenant, il dit que ses mémoires ont été romancées par son co-auteur pour des raisons commerciales. Et voilà, même avant le procès, ses avocats sont battus pour que le livre, puis que l'interro qu'il a donné à la police en 2018 en tant que témoin ne puisse pas être utilisé comme élément à charge, mais finalement, ça va être admis en preuve. Donc, le livre va être admis en preuve, l'interro aussi. Alors, à 63 ans, Dwayne Davis risque la prison à perpétuité pour l'accusation qu'il encourt. Pour l'accusation auquel il fait face, et c'est la peine qu'il encourt. Voilà. Ouais. Et ce sont des éléments de preuve, ultimement, là, qui sont incriminants pour le personnage. Ouais. Mais c'est surtout cette époque-là. Moi, oui. Moi, Tupac... c'est de la musique, en fait, les deux, tant Notorious B.I.G. que Tupac, c'est de la musique que j'adore. C'est une époque que j'adore, c'était gros. Oui, c'était gros. C'était la naissance de ce mouvement-là, c'était la naissance du gangster rap aussi. Puis, je suis assez persuadé qu'on va tirer un documentaire de ça. Il y en a déjà beaucoup qui ont été faits sur ce meurtre-là. Mais voilà. Donc, à suivre cette semaine, je vous en parlerai au cours de la semaine de ce qui advient dans ce procès. Famille de criminels, saison 4, peut-être, Félix, on va voir. Hein? Oui. On verra. Allez.